ophtalmologue et président du SNOF, je reçois une nouvelle fois le Dr Vincent Dedesse. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous faisons un point étape sur la première année de mandat de Vincent en tant que président du SNOF. Nous parlerons d'un sujet brûlant, la télémédecine, avec parfois la confusion entre téléexpertise et téléconsultation. Nous aborderons aussi le sujet de la refonte de la CCAM prévue cette année, de l'arrivée des médicaments biosimilaires et du succès de l'Optam. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Je lance l'enregistrement. Notre invité aujourd'hui, Vincent Dedesse, le docteur Vincent Dedesse, président du SNOF évidemment, ophtalmologue au sein du COF, le Centre ophtalmologique des Flandres. Je ne me trompe pas, toujours. C'est toujours un cabinet. Super, toujours un cabinet. Ouais, très attaché à ce terme-là, parce que le terme centre a été quand même pas mal galvaudé. C'est vrai, tu as raison de le préciser. Donc, au programme chargé, comme d'habitude, un point sur ta première année de mandat. Comment c'est passé? Plus simple, plus difficile? Quelles sont les difficultés que tu auras pu rencontrer? Un point important aussi sur la téléexpertise, la téléconsultation et la confusion possible entre les deux. La refonte de la CCM qui est prévue cette année. Comment est-ce que tu penses que ça va se passer? Est-ce que tu as des insights? L'arrivée des médicaments biosimilaires, intéressant, technique, mais similaire, mais intéressant, je trouve. Et puis enfin, on terminera par l'augmentation du nombre de médecins qui adhèrent à l'Optam. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fragiliser le secteur 2? Voilà, ça te va comme programme? Parfait, impeccable. Allez, super. Donc, du coup, ma première question, hein, un petit peu, on va dire, plus personnelle. Comment est-ce que tu as vécu cette première année, ton organisation personnelle? Comment ça se passe? J'étais parfaitement prévenu par Thierry, comme quoi c'était un travail à temps plein, 7 jours sur 7, 24-24. Je suis d'ailleurs en vacances cette semaine. Je crois que j'ai pas encore vu une seule journée où j'ai pas travaillé. Mais bon, c'était prévu, donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Ça permet d'avoir beaucoup d'échanges. J'ai la chance d'avoir un bureau et un conseil d'administration qui est effectivement plutôt présent et actif. Donc beaucoup de choses. C'est vrai, comme tu l'as cité. Je pense qu'on a mis effectivement dans la ROF, à chaque mandat, on va probablement avoir effectivement nos procédures judiciaires. Celle de Thierry était marquée effectivement par la lutte contre les centres de santé frauduleux. Nous, on va probablement être marqué effectivement par tout ce qui est télémédecine borderline, voire frauduleuse, donc qui va nous poser probablement des problèmes. On assiste toujours à finalement une amélioration des délais, donc ça change quand même la donne. Aujourd'hui, on a quelques acteurs qui continuent d'être persuadés qu'aujourd'hui c'est difficile de voir un ophtalmologiste, mais globalement sur le territoire ça se passe très bien. Il reste quelques petits territoires où ça devient compliqué, il faut qu'on y travaille. Alors souvent il y a des raisons locales qui sont multiples, si tu rentreras dans le détail, mais c'est parfois organisé par les gens localement, c'est parfois effectivement par manque d'attractivité parce qu'il n'y a pas assez de place dans les cliniques, ça peut être aussi un problème. Aujourd'hui on commence à avoir des confrères qui effectivement, on est une spécialité médico-chirurgicale pour la plupart d'entre nous, donc il faut qu'il y ait un plateau technique, il faut qu'on puisse les accueillir. Voilà, donc c'est vrai que c'est un vrai travail. Voilà, je pense que c'est intéressant et on recueille quand même les fruits de ce qui a été fait sous la présidence de Thierry en fait. Thierry a été quand même très actif et aujourd'hui l'image de l'ophtalmologiste injoignable qui ne répond pas ni aux urgences ni aux patients a aujourd'hui totalement disparu. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc maintenant, il faut plutôt qu'on travaille sur la pertinence des soins et puis effectivement aller sur des territoires qui sont encore un petit peu en difficulté. D'accord, très bien, super. Deuxième point, donc important pour moi, parce que autant j'ai interviewé Mathieu Sotout, avec qui on a parlé de téléexpertise, donc je n'ai pas de souci. J'ai beaucoup parlé aussi de téléconsultation, notamment avec Point Vision, qui avait été pas mal actif pendant le Covid, mais j'ai l'impression que là, il naît une sorte de confusion. J'aimerais que si tu peux rapidement nous faire une petite définition des deux et de ce qui se passe en ce moment et de la confusion qu'il peut y avoir. Bien sûr. Alors Mathieu, voilà, il s'occupe de la commission de télémédecine, parce qu'il y a une commission de télémédecine, parce que c'est un vrai sujet au sein du SNOF. On a toujours l'impression que le SNOF lutte contre la télémédecine. Absolument pas. On accompagne la télémédecine. Et Mathieu, effectivement, est très actif et connaît extrêmement bien le sujet.
Mais la télémédecine ne veut pas dire qu'on doit s'asseoir sur la déontologie et la pertinence des soins. Donc voilà, Mathieu, là-dessus, il a 100% de notre confiance pour ce genre de choses. Alors, la confusion, elle vient surtout d'acteurs qui l'entretiennent volontairement. On va être clair, puisqu'en fait, quand on va, il suffit d'aller sur Amélie, hein, pas besoin d'aller chercher des références très compliquées. La téléconsultation, elle est aujourd'hui bien définie. Alors, si on veut parler dans un premier temps que de la téléconsultation, une téléconsultation impose une communication vidéo, comme on est en train de faire avec le patient, entre le médecin et le patient. Voilà, donc Synchrone. ça, c'est Synchrone. obligatoire, c'est synchrone, je dois discuter avec mon patient, il n'y a pas de débat. Ça, c'est une téléconsultation. Elle est légale aujourd'hui, elle ne pose pas de souci, elle est quand même bien cadrée, puisqu'en fait, on a quand même deux rapports de la HAS avec effectivement des choses assez claires dessus, un rapport du Conseil national de l'ordre, il y a également effectivement, pareil, un rapport effectivement de la Caisse nationale d'assurance maladie. Malheureusement, tout Médecin, le monde ne... excuse-moi. Oui. Le médecin peut être assisté par une orthoptiste, un opticien, une assistante médicale, ou comme en cabinet, ou c'est d'autres règles. Alors en fait, non, en fait, la téléconsultation, la définition, c'est je dois rentrer en communication effectivement avec mon patient. Alors après, effectivement, en ophtalmologie, discuter avec mon patient, très vite, on l'a vu au moment du Covid, hein, parce qu'on a tous fait un peu des téléconsultations, parce que bon, on était tous à l'arrêt. Bon, effectivement, ça peut être tout à fait pertinent dans le cadre du chalazion, ça peut être pertinent dans le cadre de suivi de chirurgie de paupières ou des choses comme ça, mais on voit bien qu'en ophtalmologie, très vite, on est assez limité si on n'a pas d'examen. Donc on voit apparaître d'autres modèles où effectivement, il y a des mesures qui sont faites en amont, soit directement par le patient, parce qu'on a des machines autonomes aujourd'hui où le patient s'installe, il prend ses mesures, et puis finalement l'ophtalmologiste derrière va recevoir ces mesures et en discuter avec le patient. Donc ça, ces mesures peuvent également être prises par des professionnels qui sont habilités à le faire, donc c'est-à-dire par exemple des orthoptistes, des infirmières, et effectivement derrière il y a une téléconsultation. Donc ça, on peut appeler téléconsultation assistée, mais ça reste qu'une téléconsultation. La seule chose, c'est qu'on va avoir des examens complémentaires qui seront faits effectivement soit tout seul par le patient, soit effectivement assistés par des gens qu'on peut voir. Alors effectivement, je vois un petit peu où tu veux en venir sur les téléconsultations en magasin d'optique. Donc les téléconsultations en magasin d'optique, elles sont légales. Je ne peux pas, mon discours il est là, hein, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, elles sont légales. Maintenant, elles doivent respecter toutes les règles, c'est-à-dire l'alternance entre le présentiel et le distanciel. Le patient ne peut pas être vu qu'à 100%. De préférence, le patient doit être vu effectivement par un médecin en téléconsultation de son territoire. Il existe deux exceptions. Les exceptions, elles sont s'il n'y a pas d'accès facile sur le territoire. On en parlait tout à l'heure, on voit bien qu'aujourd'hui, une grande partie du territoire en France, on a finalement accès à un ophtalmo, donc une téléconsultation, effectivement, en plein centre de Paris, j'ai du mal à voir l'intérêt, parce que pour moi, on n'est pas dans les clous, première chose. Et s'il n'y a pas de ce qu'on appelle d'exercice coordonné, de structure d'exercice coordonné pour prendre les patients sur le territoire. Sorti de ces deux exceptions, c'est-à-dire difficulté à avoir un ophtalmo, pas effectivement de structure coordonnée, normalement la téléconsultation doit être faite obligatoirement avec un ophtalmo du territoire en capacité d'assurer la continuité. C'est vrai qu'on voit malheureusement de temps en temps des ophtalmos très à distance ne pas assurés, et on a déjà eu des ophtalmos sanctionnés pour ce genre de choses, puisqu'ils ne répondaient pas à leurs règles déontologiques justement de continuité de territorialité. L'autre difficulté Il en n'y a pas magasin de... Bien sûr, vas-y. il n'y a pas d'interdiction. Tu sais, on mettait en exergue le fait que lorsqu'on avait une téléconsultation dans un magasin d'optique, il pouvait y avoir, on va dire, le fait que le patient se sente un petit peu obligé de consommer sur place en sortant. Ça, il n'y a pas d'interdiction. Alors, c'est non, il ne peut pas y avoir de démarche commerciale dans le cadre d'une téléconsultation. Donc, il ne peut pas y avoir de communication sur la téléconsultation, par exemple. Ça ne doit pas être affiché sur des grands panneaux 4 par 3 comme on peut le voir pour certaines enseignes hein, qu'on connaît bien, hein, qui aujourd'hui ont fait des grands panneaux «Venez chez nous faire de la téléconsultation». Ça, c'est illégal. Et le deuxième modèle, c'est attacher la téléconsultation à la vente d'un équipement est également interdit. Et on connaît le modèle, hein, on a parfois effectivement des opticiens qui vont facturer l'accès à la téléconsultation de l'ordre de 50 à 60 euros, remboursé si l'achat des lunettes est fait sur place. Ça, c'est illégal. Et il ne faut pas hésiter à remonter ça aux plateformes de téléconsultation ou aux gens qui gèrent les enseignes, parce que souvent, c'est des initiatives un peu individuelles. Et l'agrément des sociétés de téléconsultation, aujourd'hui, cet agrément peut bien évidemment disparaître s'ils ne respectent pas les règles de leur agrément de société de téléconsultation. Mais oui, la liberté de choix du patient est tout à fait importante. Le patient peut avoir sa téléconsultation chez un opticien, mais il doit ressortir avec son ordonnance de lunettes s'il a besoin de lunettes, parce que peut-être qu'il n'aura pas besoin d'une ordonnance de lunettes, et il peut l'acheter, bien évidemment, où il le souhaite. Il n'y a aucune obligation à ça. Ça, c'est très important. D'accord. Donc, téléconsultation, c'est clair, ça paraît logique, même si on voit bien que dans certains magasins d'optique, c'est pas forcément des arts médicaux, mais on va quand même promouvoir ce genre de choses. Bon, admettons. Maintenant, téléexpertise.
Alors, la téléexpertise, c'est un autre sujet. Une téléexpertise, en fait, je n'ai pas de contact avec le patient. C'est un contact entre deux professionnels de santé. Le but d'une telle expertise, c'est de fournir un avis ponctuel, donc le terme ponctuel est important, à un professionnel de santé. Donc l'exemple le plus typique, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est je suis médecin généraliste, j'examine mon patient, je découvre une lésion cutanée qui m'inquiète. Plutôt que de l'envoyer chez le dermato, je vais faire une photo, le patient rentre tranquillement chez lui, j'envoie cette photo effectivement à un dermato qui va m'interpréter une photo, il va me dire bah, ça j'ai besoin de le voir ou ça c'est pas grave, rassurez-vous, il n'y a rien à faire. Je revois mon patient. Et puis, tout simplement, je vais dire, rassurez-vous, j'ai fait, il y a une telle expertise de fait. Donc, finalement, c'est un médecin expert qui a donné un avis à un autre professionnel de santé. Dans le cadre que je viens de montrer, il n'y a pas de débat et le médecin, s'il a besoin de prescrire, il est en capacité de prescrire. Donc, le sujet qu'on a, nous, en ophtalmologie, c'est finalement le contournement de ces règles-là de l'avis, puisqu'en fait, c'est des téléexpertises qui ont essentiellement pour but de fournir une ordonnance optique par le médecin requis. C'est-à-dire qu'on va donner la capacité aux professionnels de santé X ou Y, hein, un opticien, un orthoptiste ou qui on veut, de pouvoir délivrer de manière indirecte une ordonnance. Donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, je peux donner un avis, je peux dire effectivement, bah, ce patient va avoir besoin, mais normalement, je n'ai pas à fournir cette ordonnance. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on assiste. Donc ça, c'est le premier sujet parce que c'est vrai que ce n'est pas aussi clair que ça. Par contre, toutes les règles déontologiques de continuité, de territorialité doivent se faire. Et aujourd'hui, si on rentre un peu plus loin dans la téléexpertise chez les opticiens n'ont pas les compétences, ni les décrets de compétences pour pouvoir prendre une photo de tonus, prendre une photo de fond d'œil, pardon, prendre le tonus, vérifier deux, trois choses. Tout ce qui est médicaux, ils n'ont absolument pas le droit de le faire. Donc ça a été effectivement tranché par la Cour de cassation. Hein. Ça a été un combat du SNOF depuis 10 ans, donc ça a été validé l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, avec quelques chiffres de réfraction et fournir une ordonnance. Le Conseil national professionnel d'ophtalmologie vient de se positionner clairement au début de cette année en donnant ce qu'on appelle un référentiel de téléréfraction. C'est définir quels sont les examens médicaux minimums que l'ophtalmologiste doit avoir en sa possession pour pouvoir conclure soit son examen ou sa téléréfraction par une ordonnance optique. On peut, tu sais aussi bien que moi, hein, on peut tout à fait effectivement avoir besoin de lunettes parce qu'on a une décompensation d'un diabète. On peut avoir besoin de lunettes tout simplement parce qu'on a une cataracte nucléaire qui est présente. Donc on peut avoir effectivement une pathologie sous-jacente, donc des chiffres de réfraction pure. Il est clair que c'est un véritable danger pour le patient. Voilà, donc ça aujourd'hui, c'est un vrai problème. Si je résume, tu me dis que il y a un détournement finalement de la téléconsultation qui normalement est en synchrone. Là, on va s'en servir par le biais de la téléexpertise en asynchrone, mais on va avoir le même résultat en délivrant une ordonnance de lunettes. J'ai bien compris? Voilà, c'est à peu près ça. Alors, c'est un petit peu le problème. On a beaucoup d'acteurs, et même dans les ophtalmologistes, hein, on a beaucoup de protocoles. L'ophtalmologie, c'est compliqué. On a des protocoles de coopération, protocoles effectivement organisationnels. Beaucoup de gens se confondent et parfois se réinventent le système. Sur la téléexpertise, c'est pareil, en fait. Et en fait, ils parlent parfois de téléconsultation asynchrone. En Oui. fait, c'est totalement antinomique. Une téléconsultation, je dois être en c'est pas face dans la à face. règle en tout cas. Voilà, en fait, ça n'existe pas. Donc, en fait, souvent, les gens se réinventent les choses pour essayer effectivement de détourner les règles. Et ça, c'est un véritable sujet. Bon, c'est tombé aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est dans les journaux. Nous avons porté plainte contre un de ces acteurs. Hein. Il y a un article aujourd'hui dans Challenge qui est paru. Donc, effectivement, probablement d'autres procédures sont en cours, parce qu'on a même effectivement un de ces acteurs qui a porté plainte contre le SNOF parce qu'on le gênait dans son business ou le dénigrement. Donc, maintenant, la justice va trancher, puisqu'ils ont voulu amener le débat sur le judiciaire. Bon, on ira dans le judiciaire, bien évidemment. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, on en reparlera, hein. On va voir comment ça avance, tout ça. Autre sujet, la refonte de la CCM. Évidemment, hein, les ophtalmologues sont impatients, même si en même temps un petit peu méfiants. Les cotations vont évoluer à la hausse, à la baisse, vont changer. Est-ce que on sait que c'est prévu pour 2025? Est-ce que tu sais déjà comment ça va se passer? C'est quoi le process pour notre culture? Alors, comme souvent, il va y avoir du retard. Donc, il y a ce qu'on appelle le Haut Conseil à la nomenclature. Donc, il y a des gens impliqués hein, chez nous. Hein, c'est Pierre Pégourier qui est un petit peu qui est dans ce genre de sujet, très impliqué. Et on va avoir demain ce qu'on appelle les comités de hiérarchisation en fonction des actes. Il va y avoir des négociations effectivement avec nos confrères, hein, puisqu'en fait l'idée c'est malheureusement on travaille souvent avec une enveloppe qui est identique. Mhm. Donc il y aura probablement des arbitrages. Donc il va falloir qu'on négocie. Il y a dans ce qu'on appelle ces experts qui vont effectivement être sélectionnés. Il y aura la moitié qui viennent du libéral, l'autre moitié qui viennent du public.
Le CNP va être parfaitement appliqué. On a pu demander effectivement de nouveaux actes. Et après, il va y avoir un débat. Est-ce que ces actes sont encore pertinents? Est-ce que la tarification est encore justifiée? Est-ce que finalement ça s'est simplifié? Ou au contraire, est-ce que finalement on a besoin de plus de matériel et que ça devrait être réévalué? Donc aujourd'hui, il va y avoir voilà, il y aura une grosse discussion sur ce genre de choses. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus jouer à se faire peur parce qu'en fait, on entend quand même beaucoup de nos collègues qui arrivent déjà défaitistes en disant bah, tout va être diminué, ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir que les tarifs n'ont pas augmenté depuis 20 ans, donc il faut quand même rester raisonnable. Et je vais prendre tout simplement quelqu'un qui est en secteur 1. Si on diminue encore le tarif aujourd'hui de chirurgie de la cataracte à un collègue en secteur 1, je ne suis pas du tout sûr qu'aujourd'hui, pour lui, ce soit pas plus rentable d'aller simplement faire de la consultation. Et en fait, on va aller à l'opposé de ce qu'on a besoin, c'est d'une offre de soins large, qui soit en secteur 1, en secteur 2 ou en secteur de Optam. Voilà, donc aujourd'hui, faut faire attention au discours, il ne faut pas partir défaitiste. Donc, par contre, c'est vrai que je profite de ton interview. S'il y a des collègues qui sont appelés effectivement pour faire partie de ce panel, qui n'hésitent pas effectivement à nous prévenir, que ce soit le SNOF ou le Conseil national professionnel, parce que c'est technique, c'est pas si facile que ça. Donc en fait, on peut parfois se faire piéger et ça va être un débat effectivement avec d'autres spécialistes. Donc il y a du retard. Voilà, cette année, on aura la sélection. Je pense pas que ça sera plié pour l'année 2025. Après, D'accord. la bonne nouvelle, donc les ophtalmologistes n'ont peut-être pas vu, hein, mais on voit toujours ce qui va mal. Mais effectivement, lors de la négociation, il y a quand même une somme d'argent qui a été mise sur les actes CCM. Donc pour les ophtalmologistes, ça a augmenté effectivement notre rémunération, pas de manière conséquente, mais on a fait partie des spécialistes qui ont bénéficié effectivement d'une revalorisation donc au 1er janvier. Et on va de nouveau avoir une revalorisation cet été. Donc bon, ça c'est le fruit de négociations qu'on a, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord, très bien. Autre sujet, mais qui va dans le sens de l'avenir de la CNAM, hein, qui est quand même notre système social, hein, donc qu'il faut également participer à entretenir, l'arrivée des médicaments biosimilaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors c'est une vraie discussion avec la CNAM, on est tout à fait d'accord, parce que pour eux, on parle de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros. Donc le terme qu'ils emploient à juste titre, c'est est-ce que ça va continuer à être soutenable, ce genre de choses? On est dans une période financière très compliquée. Donc pour eux, il y a une vraie source d'économie sur les biosimilaires. Jusqu'à présent, notre difficulté, c'était surtout le fait que la forme n'était pas la même. On n'était pas en seringue pré-remplie. Et il y avait un débat. Est-ce que finalement, on fait courir un risque à notre patient? Est-ce qu'on ne fait pas courir un risque à notre patient? Donc, il y a plusieurs choses qui ont avancé. La NSM a aujourd'hui donné la possibilité aux pharmaciens de faire le switch tout seul, sans nous. Donc, c'est toujours compliqué. Les pharmaciens n'ont pas forcément envie de le faire en opposition avec les prescripteurs. Mais c'est vrai que si on laisse faire, c'est vers ça qui va se passer. C'est-à-dire que ce ne sera plus l'ophtalmologiste qui va choisir. Et puis, ça sera comme finalement les génériques. Hein. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le choix, on prescrira. Et puis, ça basculera. Et puis, on se retrouvera dans la main avec finalement le choix du pharmacien. Donc, ça, c'est quand même embêtant. Donc, on a eu une discussion avec eux. Donc, encore une fois avec le CNP, hein, parce que le SNOF, c'est pas tout seul dans ce genre de choses, bien évidemment, il y a des experts de la rétine, et on leur a demandé de rassurer nos collègues sur le risque médico-légal. Donc là, ça devrait paraître d'ici peu de temps, voilà, c'est pas connu, mais bon, c'est leur en avant-première, je ne peux pas l'annoncer. On devrait avoir bientôt effectivement une publication claire de la NSM en disant qu'aujourd'hui, quand l'injection est faite par un ophtalmologiste, bon ça c'est important également, ça va redire que cette injection doit être faite par un ophtalmologiste dans des conditions précises, et c'est ce qu'on fait tous, effectivement, il n'y a pas de risque supplémentaire pour le patient, que ce soit en seringue pré-remplie ou que ce soit effectivement en flacon. Donc au moins, ça lèvera ce doute médico-légal, parce que je peux parfaitement comprendre que nos collègues aujourd'hui étaient un petit peu inquiets en se disant, ben, si j'ai un expert qui considère que j'ai pris un risque pour mon patient, ça va être un vrai frein. Alors c'est vrai qu'on a en plus une petite incitation financière, mais le vrai frein pour les ophtalmos était plutôt le côté un peu technique, le fait que ça ne soit pas en seringue pré-remplie. Alors, les seringues pré-remplies, elles arrivent. Hein. Elles arrivent normalement premier semestre pour le premier produit. On a un autre biosimilaire qui arrive pour un autre produit pour la fin de l'année. Mais je pense que si nous, on ne s'empare pas du sujet et si on ne joue pas le jeu, de toute façon, les pharmaciens le feront à notre place. Donc, je pense qu'il faut que les ophtalmologistes le fassent. Financièrement, je pense que les finances publiques n'ont plus le choix. En fait, ça va nous être imposé d'une façon ou d'une autre. Donc, il vaut mieux accompagner le sujet, surtout s'il n'y a pas de risque médico-légal pour l'injecteur. Parallèlement, nous, on demande effectivement, comme depuis longtemps, on aimerait bien l'avoir, c'est un forfait pour que les IVT puissent être faits dans les cabinets. Parce que, comme tu le sais, aujourd'hui, quand c'est fait dans un établissement de soins, l'établissement touche un forfait. Et en fait, on n'a pas ce forfait quand c'est fait dans nos cabinets. On aimerait bien avoir ce forfait, ce qui limiterait finalement des déplacements aux gens. Donc, on essaye de leur démontrer qu'en plus,
Alors ça leur semble être une dépense d'argent, mais finalement, en termes d'économie de transport pour les patients, ils sont gagnants la caisse. Donc on aimerait bien avoir un peu de pragmatisme dans cette histoire, moins de déplacements de patients, finalement des IVT plus à proximité des patients. Et les gens, effectivement, les ophtalmos pourront faire leurs IVT dans leur cabinet, dans de bonnes conditions, à un tarif effectivement raisonnable, parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour prendre ce forfait. Soit vous êtes en secteur 2, et on peut le rajouter à notre injection. Si vous êtes en secteur 1, ben vous êtes bien coincé, donc le patient se détache dans un établissement. Donc ça, on aimerait bien effectivement que ça puisse avancer en même temps que les biosimilaires, parce que c'est également une source d'économie importante. Surtout le GHS étant tellement faible, il y a beaucoup de cliniques. Moi, je travaille avec actuellement les ophtalmos. La clinique ne veut pas les prendre en IVT parce qu'elle leur dit voilà, le GHS, il est tellement mineur que du Alors coup, voilà, nous, c'est on pas un n'arrive pas à en GHS, hein, sortir. je me permets de te corriger, c'est un SE2. Oui, C'est c'est pour ça vrai. qu'il n'y a pas de GHS, c'est un SE2. Et donc, alors, c'est parce que la clinique, c'est pas compté. Je vais être clair avec toi. Parce qu'aujourd'hui, bon, vu le volume qu'on fait en général, mais c'est vrai que ça engendre un flux important. Et donc, aujourd'hui, on peut parfaitement le faire. Donc, après, bon, dans ceux qui sont coincés, ils peuvent se rapprocher du SNOF, on pourra les aider, parce qu'il faut faire un peu de comptabilité analytique pour démontrer à la clinique. Parce que sinon, on transfère simplement l'administratif à la clinique, on loue la salle, et puis nous, on vient avec l'infirmière. En général, ça se passe très bien. Donc, la clinique, voilà, quand c'est organisé, voilà, je ne dis pas qu'on gagne de l'argent sur ce forfait, mais c'est sûr que ça permet effectivement de travailler dans de bonnes conditions. Et voilà, aujourd'hui, c'est plutôt une anomalie que ce forfait ne soit pas payé quand on installe une salle d'injection correcte dans nos cabinets. L'autre sujet sur les IVT, je me permets, c'est qu'on discute également sur le code 5, parce que c'est vrai qu'on a quelques caisses qui commencent à tiquer sur le code 5 dans le treat and extend. Donc, on a essayé de bien expliquer à la caisse que finalement, on sait tous que Treat and Extend permet de réduire des injections au final, de réduire les déplacements des patients. Donc, voilà, on attend de leur part effectivement une vision plus globale de la Caisse nationale d'assurance maladie pour arrêter les procédures qu'on voit parfois effectivement localement par certaines caisses qui sont pour moi pas très justifiées parce que ce code 5 dans le cadre d'un Treat and Extend, il est tout à fait justifié. Je précise pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, mais un Oui. patient va venir pour le train extend, on va lui faire souvent son OCT, son fond d'œil, et puis là, on va décider si on l'injecte ou pas. Et on pouvait être incité, puisque vu qu'on ne peut coter que deux actes concrètement, le premier à 100%, le deuxième à 50%, on était invité souvent à dire, OK, ben, vous revenez demain, vous revenez l'après-midi, et puis on va vous injecter. Là, avec le code 5, on peut injecter dans la foulée, personne ne perd de temps, ni le médecin, ni le patient, et on limite les déplacements. Par contre, il faut que le code 5 soit accepté à chaque fois, sinon, évidemment, ça peut poser problème. D'accord. Et là, on Et a c'est parlé. vrai qu'aujourd'hui, il était pas sans trop de difficultés, mais aujourd'hui, je ne le conseille pas à nos collègues tant qu'on n'a pas réussi à éclaircir au niveau du conseil, au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est Donc ça, parce que voilà. surtout que des fois, il y a des CPM qui vont dire, moi, c'est OK, d'autres qui vont refuser, et ça c'est compliqué, quoi, hein. Tout à fait. Donc en fait, on a besoin d'une doctrine nationale. Donc ça fait partie du débat biosimilaire, forfait dans le cabinet pour l'injection et effectivement le code 5 justifié. Toujours pareil, le principe c'était une phase diagnostique et une phase thérapeutique. Finalement, le patient, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Ça évite les déplacements aux patients, ça fait gagner du temps aux médecins et effectivement à la caisse, ça réduit également les coûts de transport. D'accord. Alors, on va rentrer dans le détail un peu parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, du coup, l'injection, la seringue, en gros, elle est divisée par combien en termes de prix? Parce que là, actuellement, c'est quoi? C'est à peu près 800 euros une Alors non, seringue. non, non, c'est très, très compliqué les prix. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez nous, on a les prix affichés et puis il y a les prix réels. Ah oui. Alors, c'est quasiment des secrets d'État parce qu'en fait, même pour les laboratoires, parce que le prix français va servir de référence à beaucoup de pays francophones. Donc finalement, il va avoir un prix affiché qui va servir à d'autres pays de référence, mais derrière, il y a un prix qui est souvent renégocié derrière. Il y a une règle simple, c'est qu'à partir du moment où on a un biosimilaire, le produit Princeps, il ne peut coûter au maximum que 20% plus cher. Donc il y a déjà eu une grosse économie par ce principe-là. Mais 20%, on est plutôt aujourd'hui sur des produits de l'ordre de 300 à 400 euros. Voilà. D'accord. Mais effectivement, vu le volume, 20%, c'est vrai que ça représente encore des masses d'argent importantes. Effectivement, quand je parlais de 300 millions d'euros, je tenais compte effectivement des prix réels. Je ne parlais pas des prix affichés. On est bien loin des 800 euros affichés. Ça, c'est terminé. Là, aujourd'hui, on est sur du fantasme pur, en fait. D'accord. Donc, du coup, comment ça se passe? Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est économie, etc. Mhm. Comment ça se passe du jour au lendemain pour Bayer, Novartis, au niveau de leur marge? Bon, c'est très compliqué pour eux. Alors, ça peut être un sujet pour toi, discuter Ouais, avec eux, parce que c'est vrai. en fait, ils ont un prix initial et qui parfois, ils vont devoir rendre une partie de la somme en fonction des objectifs, des dépenses de médicaments, pas forcément de ce médicament-là. Donc, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour les laboratoires en France. Si on voit bien qu'on a certains produits qui n'arrivent plus en France, on a des nouveaux produits qui ne sont plus, qui sont
plus accessible chez nous, tout simplement parce que certains laboratoires disent aujourd'hui en France ce n'est plus possible, c'est trop compliqué. Donc c'est un marché où on ne met pas les pieds. Donc c'est bien parce qu'en termes d'économie, la France est plutôt très efficace. Maintenant, son influence sur les pays francophones, je pense qu'il est plutôt en perte de vitesse. Donc, on avait cet effet un peu plus important que ce qu'on représentait réellement en disant la France servait de référence pour beaucoup de pays francophones. Ça devient un peu moins vrai. Donc, voilà, il va falloir à un moment ou à un autre faire des choix. C'est pour ça qu'il faudra réfléchir effectivement à la pertinence des soins, des actes. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de marge d'économie sur ce genre de choses. Parce que là, D'accord. sur les prix des médicaments, on est déjà très bas par rapport à nos confrères, que ce soit effectivement, alors avant, on se comparait toujours aux pays nordiques ou à l'Allemagne. Aujourd'hui, même l'Italie ou l'Espagne, le prix des médicaments est parfois supérieur au nôtre. D'accord, très bien. Du coup, on a parlé du produit pour IVT. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit biosimilaire finalement? Alors, on a dans d'autres spécialités, D'accord. mais voilà, mais chez nous, non, on En n'en aura ophtalmo, pas c'est ça. plus ça. Ok, très, Ouais. très bien. Écoute, on en vient à la dernière question, question un petit peu polémique et qui parfois se révèle de l'ordre du fantasme. On sait que les ophtalmologues ont un petit ressentiment parfois contre la CNAM qui, à un moment donné, avait fermé le portail entre secteur 1 et secteur 2. Avant, on pouvait se balader et puis d'un seul coup, hop, sans prévenir, avait fermé cette possibilité-là. On voit désormais que il y a de plus en plus de médecins qui adhèrent à l'Optam, ce qui n'était pas le cas, hein. Moi, je le voyais beaucoup moins avant. Et là, je vois en voyant beaucoup de tes confrères que de plus en plus, quasiment un sur deux, va choisir l'Optam. Alors, on le sait pourquoi, hein, parce que, ben, évidemment, grâce aux mutuelles qui poussent à prendre ce type de professionnels, et ben, du coup, il y a de plus en plus de concurrence entre ophtalmos, notamment dans les grandes villes. Donc, du coup, ben, il faut bien se placer. Et donc, ça peut être intéressant que d'avoir l'Optam. Outre le fait qu'évidemment, c'est intéressant pour le patient parce qu'il est mieux remboursé. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans l'augmentation du flux de médecins qui adhèrent à ce programme, un risque de fragiliser le secteur 2 où la CNAM dise au bout d'un moment, bah, ça y est, on est à 50, 60, 70% de médecins qui ont pris l'Optam. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit plus simple, on va généraliser et désormais, bah, vous êtes tous à l'Optam. Alors, c'est vrai qu'on a un problème de confiance avec la caisse et ça reste parce que nos anciens collègues ont subi effectivement une décision peut-être brutale et non expliquée. Mais ces possibilités de décision, elles existent toujours. C'est-à-dire que demain, du jour au lendemain, de toute façon, le secteur 1, le secteur 2, en fait, le secteur 2 peut totalement disparaître. Il suffit de lire un article il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est dans l'humanité, tu vas me dire. Euh, mais effectivement, où on a quand même un médecin, hein, c'est un médecin qui signait l'article qui considérait qu'on était des nantis, que c'était une honte absolue. Enfin voilà, c'était quand même assez malhonnête de la façon dont c'était écrit. Et pour lui, il faut faire disparaître le secteur 2. Voilà, clairement, que ce soit Optam ou non Optam. Voir l'Optam est quelque chose d'encore pire pour lui, puisqu'en fait, on touche des primes. Eh Donc, oui. en fait, là, c'est-à-dire qu'on demande en plus des compléments d'honoraires et en plus, on a une prime. Alors là, c'était la honte absolue. Donc, on voit bien qu'en fonction du politique ou des décisionnaires, effectivement, je pense qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses et la décision, elle se fera plutôt dans ce qu'on les ophtalmos et les patients voteront, hein, tout simplement. Voilà, on a quelques acteurs politiques qui aujourd'hui ne voient qu'une médecine salariée. Ne parlent que de la capitation, c'est-à-dire de paiement au forfait. Vous avez une somme pour soigner vos patients, vous n'aurez rien de plus, que vous en soignez 1000 ou vous en soignez 2000. Pourtant, on a des modèles qui ont existé en France, hein, qui étaient catastrophiques, hein, où on a vu qu'en termes d'efficacité de soins, c'était pas terrible, et pareil, en termes de qualité de soins, c'était pas terrible. Alors, sur le secteur de Optam, je te rejoins. Souvent, la motivation principale des collègues, c'est tout simplement que les patients soient mieux remboursés. Parce qu'il y a une vraie différence de remboursement quand on est effectivement en secteur de Optam ou quand on est en secteur 2. Donc, sur cet esprit de liberté, j'aurais envie de dire, ben non, il n'y a pas de sujet. En fait, il ne faut pas qu'ils soient plus inquiets, mais ça peut disparaître du jour au lendemain pour l'un comme pour l'autre. Effectivement, il y a eu un moment un décret, enfin pas des décrets, pardon, une proposition de loi qui était d'imposer obligatoirement à tout nouveau médecin le secteur de Optam. Maintenant, la caisse assez rarement fait sortir les médecins du secteur d'Optam. C'est plutôt des discussions constructives en disant bah, attention, vous sortez un peu des clous. Donc, l'idée de l'Optam, ce n'est pas une sanction pour le médecin, c'est plutôt effectivement de réduire les dépassements. L'ophtalmologie était plutôt en retard par rapport à nos collègues.
Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sortait, il ne faut jamais trop sortir la tête du lot, hein. Donc on était plutôt une spécialité qui sortait un peu du lot de ce côté-là. Donc si nos confrères effectivement vont vers l'Optam, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire, parce qu'en fait les mutuelles dans cette histoire sur le secteur 2, les grandes gagnantes, c'est si les médecins restent en secteur 2 non Optam, c'est essentiellement les mutuelles, puisqu'elles remboursent sur des tarifs plus bas, et en plus elles remboursent moins. Donc j'ai envie de dire, on fait presque un cadeau aux mutuelles. Donc je pense que nos collègues n'ont pas de tort. Je ne vois pas plus de danger en étant en secteur 2 Optam qu'en étant en secteur 2. Mais c'est vrai que je ne peux pas être sûr pour les 5 ou 10 ans à venir qu'un jour ou l'autre, le secteur 2 ne disparaîtra pas, avec les conséquences, pour moi, néfastes pour les patients qui en découleraient. C'est très clair. Eh bien, écoute, merci Vincent Je t'en d'être prie. passé et d'avoir pris du temps sur tes vacances. Je vais te souhaiter donc de profiter, de te reposer, parce que tu as une année qui m'a l'air assez chargée, Ouais. notamment avec cette refonte de la CCAM. Sébastien, j'en profite si tu me Bien permets, sûr. Bien sûr. parce qu'en fait, on est en période d'adhésion. Donc, effectivement, on va rentrer dans du judiciaire dur, ce genre de choses. Voilà, en fait, le syndicat, il est financé que par les adhésions. Donc, n'hésitez pas effectivement à adhérer, parce que sans vous, c'est compliqué, hein. C'est globalement le prix d'une ou deux cataractes, c'est déductible. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de ces adhésions, parce que toutes ces procédures coûtent cher. Et on voit parfois, à regret, effectivement, parfois des cabinets de groupe où on a un ou deux qui sont finalement adhérents pour 10 ophtalmos. Bon, là, on donne l'information, ça circule, mais c'est vrai qu'on a besoin, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'adhésion parce que ça coûte, toutes ces procédures judiciaires nous coûtent beaucoup d'argent en fait. Et je pense qu'on va rentrer dans le dur parce qu'on a en face de nous des acteurs. Si tu vois l'article, je ne savais pas, mais dans les gens sur qui on a porté plainte, il y en a deux qui sont quasiment dans les 100 premières fortunes de France. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers. Voilà. D'accord. Et en plus, il faut le préciser, lorsqu'on est adhérent au SNOF, on bénéficie de la ROF, de la revue Ouais. ophtalmologique, qui est toujours intéressante parce que ça nous permet de nous tenir à jour. Et moi, je sais que je la regarde religieusement à Bon, chaque fois tant que qu'elle c'est sort. gentil. Et puis on Voilà, a toutes merci les Vincent. commissions, hein. C'est vrai que les gens sont très actifs dans les commissions. On parle souvent on parle des cotations, on parlait de la télémédecine, hein, Mathieu, tout à fait performant. Donc en fait, voilà, il y a un vrai savoir-faire. Et heureusement, j'ai une équipe autour de moi qui travaille beaucoup, qui connaît bien le sujet. C'est quand même une grande chance. Bon, bah, très bien. Merci Vincent, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Une grosse année en perspective pour Vincent, la tête du SNOF. Il reviendra nous voir comme ça régulièrement pour commenter l'actualité de l'ophtalmologie. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.